Bonjour, voilà, bienvenue dans le premier cours sur la lumière artificielle. Je suis désolé d'avoir un peu de retard. Donc, comme on l'a vu la semaine dernière, donc la lumière, c'est par définition la partie visible du spectre électromagnétique. Donc, la lumière, c'est donc de l'énergie électromagnétique. Donc, ce sont des radiations qui se baladent dans l'espace à la vitesse de la lumière. Et c'est la partie de ces radiations à laquelle les yeux humains sont sensibles. Donc, au sein du spectre électromagnétique, la lumière, qu'on abrège VIS pour visible, elle se situe entre l'infrarouge, donc on abrège IR, et l'ultraviolet. Donc, tout comme le spectre électromagnétique est divisé en différents domaines, comme on a vu juste avant, donc des radios, micro-ondes, infrarouges, visibles, UV, rayons X, rayons gamma. Le spectre visible lui-même est divisé en zones qui nous apparaissent colorées. Isaac Newton, au XVIIe siècle, a tenté de prouver que la lumière blanche était composée de rayons de lumière colorée. Il a trouvé 7 couleurs. Et dans le monde anglo-saxon, la convention des 7 couleurs est restée. Vous voyez là sur le schéma qui vient de l'Encyclopædia Britannica, donc une encyclopédie anglaise. On voit 7 couleurs, donc en partant de la droite, rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet. Avant Newton, en fait, les savants, y compris Newton lui-même, pensaient que toutes les couleurs sont le résultat de rapports entre de la lumière blanche, et de l'ombre, donc du noir. Cette théorie date de l'Antiquité et elle va s'effondrer suite aux travaux de Newton. On verra plus tard quelle est la logique de cette théorie de la couleur qui voit les couleurs comme des mélanges de lumière et d'ombre. Donc, Newton, en fait, est très célèbre, entre autres, pour avoir fait une expérience sur la lumière dans une chambre noire. Donc là, on a une chambre noire avec un volet. À droite, donc la fenêtre est occultée par un volet dans lequel il y a un petit trou. À l'extérieur, c'est le jour. Il y a le soleil qui frappe le volet en question. Donc la lumière entre par le petit trou. Elle passe par une lentille. Et la lentille est placée de telle manière à ce que sur un écran qu'on voit sur la gauche, l'image du petit trou dans le volet soit nette. Donc dans un second temps, ce qu'il va faire, c'est qu'il va placer un prisme de verre derrière la lentille. À ce moment-là, la lumière entre, passe par la lentille, passe par le prisme de verre. Et le résultat, c'est qu'on voit de nombreuses petites images colorées juxtaposées de l'image de l'ouverture par laquelle la lumière passe. Toutes ces petites images sont décalées plus ou moins vers le haut de l'écran dans une séquence qui correspond à leur couleur. Donc on a des images rouges, jaunes, vertes, bleues, indigo, violettes. Et plus, en fait, simultanément, la couleur de l'image change et le décalage varie. Donc les images rouges sont moins décalées, les images orange un peu plus, jaune un peu plus, etc. En fait, ce qu'on voit, c'est un spectre. Un spectre, là, vous en avez un sur une photo. Donc là, un spectre du soleil, c'est en fait une infinité d'images du soleil colorées et décalées les unes par rapport aux autres. Donc le rayon rouge est le moins dévié, le rayon violet est le plus dévié sur l'écran. En fait, à l'époque, Descartes, quelques années avant, Descartes avait écrit que ce qui était responsable de l'apparition des couleurs quand la lumière blanche passait au travers du prisme, c'était le prisme lui-même. Il pensait que le prisme modifiait la couleur de la lumière. Newton, il a voulu démontrer le contraire dans un premier temps. Il a voulu montrer que le prisme ne modifie pas la couleur de la lumière qui passe au travers. Pour faire ça, il a percé un petit trou dans l'écran, là où se projette le rayon rouge. Donc maintenant, le rayon rouge, au lieu d'être projeté sur l'écran, il va traverser l'écran au travers du petit trou, puis il va repasser dans un second prisme
Et là, il va être dévié une seconde fois et se projeter sur le mur de la pièce dans laquelle on se trouve là. Et il ne change pas. Donc le rayon qui était rouge, qui se projetait sur l'écran après être passé par un premier prisme, après être passé par un second prisme, il est toujours rouge. Donc c'est pas le prisme qui modifie les couleurs de la lumière. En fait, Newton, il a une autre explication à proposer. Il pense que les rayons colorés qui apparaissent lorsque la lumière traverse le prisme existaient déjà dans la lumière blanche. Il va écrire que la lumière blanche est un mélange hétérogène de rayons lumineux diversement réfrangibles. Bon, réfrangible, ça veut simplement dire que la déviation des rayons quand ils passent par le prisme elle peut se mesurer avec un angle, et bien en fonction des couleurs des rayons, l'angle est différent. Autrement dit, la lumière blanche est composée pour Newton de rayons de différentes couleurs. Pour prouver qu'il a raison, Newton va montrer d'autres expériences, dont une est schématisée sur l'image qu'il y a ici, où de la lumière blanche est décomposée par un prisme, puis elle passe par une lentille convergente qui va la refocaliser sur un second prisme, et la lumière ressort du second prisme blanche comme à l'origine. On dit qu'elle est d'abord décomposée et puis qu'elle est ensuite recomposée. Aujourd'hui, 3 siècles et quelques plus tard, la chambre noire a été remplacée par un boîtier, l'écran par un capteur de lumière comme on en trouve dans les appareils photo numériques, et l'ensemble du dispositif a été miniaturisé sous la forme d'une machine qu'on appelle un spectrophotomètre. Ça fait en fait longtemps qu'on considère plus que le spectre visible contient 7 couleurs. Ça, c'était une idée courante au XVIIIe siècle quand les théories de Newton ont été popularisées. Et au lieu de délimiter en fait le spectre visible par des zones de couleurs, ce qui revient en fait à utiliser sa perception subjective pour diviser ce spectre, on utilise en fait une métrique, on utilise la longueur d'onde spécifique à chaque type de lumière pour séparer entre eux ce que Newton nommait les rayons diversement colorés. Et donc dans la partie visible du spectre de la lumière, en fait, on a une infinité de longueurs d'onde, on pourrait dire on a une infinité de couleurs. La longueur d'onde, on va la mesurer en nanomètres, et donc un nanomètre, c'est un milliardième de mètre. Vous voyez ici une image avec des chiffres, et ces chiffres correspondent en fait aux longueurs d'onde des rayons lumineux en nanomètres. Et on voit au-dessus une représentation des couleurs qui apparaissent en fonction de la longueur d'onde. Donc on a vu que le spectre visible est entouré par l'infrarouge et par l'UV. On a vu que la lumière, l'infrarouge et l'UV, ce sont tous des ondes électromagnétiques. Les ondes électromagnétiques se déplacent à la vitesse de la lumière. Ce qui les différencie, c'est donc leur longueur d'onde que l'on mesure en nanomètres, abrégé nm en minuscule. Et donc le spectre visible, c'est grosso modo les ondes électromagnétiques qui ont une longueur d'onde comprise entre 380 et 850 nanomètres. Souvent sur les schémas, on va voir qu'on considère seulement le spectre visible comme les longueurs d'onde entre 400 et 700 nanomètres. C'est assez courant. En fait, ça s'explique du fait que nos yeux sont surtout sensibles aux radiations qui ont des longueurs d'onde entre 400 et 700 nanomètres. Mais en fait, la sensibilité de l'œil va un peu plus loin. Donc on peut dire que c'est entre 380 et 850 nanomètres. Alors on va maintenant voir 3 types de manières de créer de la lumière artificiellement. Ce sont des manières qui se retrouvent dans les technologies courantes contemporaines d'éclairage. Donc il y a l'incandescence, la luminescence et la fluorescence.
Donc pour les êtres humains occidentaux du 20 à 21e siècle, la source de lumière la plus courante, la source de lumière artificielle la plus courante, encore aujourd'hui je pense, c'est l'incandescence. Et alors qu'est-ce que c'est l'incandescence? C'est l'émission d'énergie électromagnétique visible par un corps qui est chauffé. Ainsi, là sur l'image, vous voyez une ampoule à incandescence avec un filament de tungstène qui est très chaud. Et en fait, on fait passer du courant électrique dans ce filament, il s'échauffe et il se met à émettre de la lumière. Donc, il y a un rapport en fait entre la lumière qui est émise et la chaleur de la matière qui émet cette lumière. En fait, lorsqu'un corps chauffe, la vitesse à laquelle les molécules ou les atomes qui composent ce corps, la vitesse à laquelle elles se déplacent augmente. Plus la température est haute et plus le mouvement est rapide. En fait, on peut mesurer la température d'un corps en degrés Celsius, comme on en a l'habitude. Donc à 0 degré, l'eau gèle, à 100 degrés, l'eau bout. Mais quand on va mesurer la température en physique, on préfère utiliser une autre échelle qui s'appelle les degrés Kelvin. C'est ce qu'on appelle l'échelle absolue de température. Donc il n'y a aucune température inférieure à 0 degré Kelvin, ce qu'on appelle le zéro absolu. Et pour passer des Celsius au Kelvin, on va ajouter 273,15 degrés. Donc l'eau gèle à 273,15 degrés Kelvin. Et alors, je vous ai dit que plus on chauffe un corps et plus les molécules de ce corps se déplacent rapidement, et ben plus la température d'un corps s'approche de 0 degré Kelvin et plus le mouvement des molécules est lent. Donc la chaleur, en fait, c'est quelque chose qui est lié au mouvement des molécules d'un corps. Et les corps qui sont plus chauds que leur environnement ont tendance, en fait, à se débarrasser de cette chaleur. Ils font ça de trois manières qui sont schématisées ici sur le petit dessin. Donc par conduction, là ça veut dire que simplement un corps chaud va entrer en contact avec un autre corps chaud. Et donc ils vont échanger de la chaleur, ils vont échanger de l'énergie. Le corps chaud va refroidir, le corps froid va se réchauffer. Donc ça c'est la conduction. La convection, c'est par exemple dans un liquide quand des molécules chauffées se déplacent dans un liquide ou par exemple dans un gaz. Dans l'atmosphère terrestre, par exemple, si on chauffe de l'air, il va avoir tendance à monter et ça va faire redescendre de l'air froid. Donc ça crée des systèmes de déplacement de matière qui ont différentes températures. Ça s'appelle la convection. Et la troisième manière par laquelle la chaleur est transférée, c'est la radiation. Et ça, c'est ce qui va nous intéresser, parce que la radiation, c'est justement de l'émission d'énergie sous forme électromagnétique. Et donc, c'est équivalent à de la lumière. Donc l'incandescence, en fait, c'est donc un type de transfert radiatif, ou un type de transfert d'énergie par radiation, dans lequel l'énergie transmise est visible, en fait. Donc tous les corps, donc toutes les matières émettent des ondes électromagnétiques. La matière n'est jamais absolument froide, donc à ma connaissance, il n'y a aucun objet dans l'univers qui soit à 0 degré Kelvin, ou au zéro absolu. Et toute matière émet un rayonnement électromagnétique qui dépend de sa température. Alors plus une matière est chaude, et plus le rayonnement émis est important, et plus les longueurs d'onde sont courtes. Au-delà d'une certaine température, le rayonnement émis par le corps devient visible. Donc autrement dit, la matière qui est très chaude émet de la lumière que l'on voit, et c'est ça qu'on appelle l'incandescence. Alors je vais vous donner quelques exemples de corps qui irradient de l'énergie, mais qui sont
trop froid pour émettre de l'énergie visible. Donc, par exemple, ici, vous avez une image de ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique. En fait, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tout simplement le fond du ciel. Ça permet en fait, c'est une image de l'univers qui nous entoure, si vous voulez, et il émet de l'énergie sous la forme de micro-ondes. Et grâce à la signature à la mesure de l'énergie qui est émise, on sait que l'univers qui nous entoure est à une température de 2,7 degrés Kelvin. Donc c'est très très froid. Mais même si cette matière qui nous entoure est très froide, elle émet quand même un petit peu de rayonnement sous la forme de micro-ondes. Alors la surface du corps d'un mammifère, donc il est à plus ou moins entre 300 et 310 degrés Kelvin, émet de l'énergie électromagnétique sous forme d'infrarouge. Donc c'est presque de la lumière, mais c'est pas encore visible. Et nous on le ressent comme de la chaleur. Là vous avez deux images faites avec une technique qu'on appelle la thermographie. C'est en fait si vous voulez, c'est comme des appareils photonumériques, mais qui sont sensibles à l'infrarouge au lieu d'être sensibles à la lumière visible. Donc là à gauche il y a un chien, on peut voir par exemple que c'est un chien qui dort et on peut voir que son museau change de couleur sur les images. En fait, pendant que le chien dort, son museau refroidit. Là, je vous donne un autre exemple avec des maisons. On utilise la thermographie par exemple pour détecter les fuites de chaleur dans les maisons. Autrement dit, on peut voir grâce à une caméra infrarouge si l'isolation thermique d'une maison est de bonne qualité. Sur l'image de droite, vous voyez qu'il y a un endroit du toit qui doit être à 8 degrés alors que le reste de la maison est à peu près à 0 degré. Donc ça veut dire qu'ici, il y a une partie de la chaleur de l'intérieur de la maison qui s'échappe par le toit, donc c'est mal isolé. Donc tout ça, c'est de l'émission d'infrarouge. Et donc, ce qui différencie ces émissions dans les micro-ondes ou dans les infrarouges de l'incandescence, c'est simplement le fait que l'énergie électromagnétique qui est émise par les corps qui sont incandescents, elle est visible. Et donc, pour atteindre l'incandescence, il faut une certaine température, et c'est déjà des températures assez hautes. Donc dans l'image du bas, là où on a un morceau de métal incandescent, on est déjà à environ 1000 degrés Kelvin, peut-être plus. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que pour chaque température de chaque corps, on a des ondes électromagnétiques qui sont émises. Le type d'onde émis par le corps dépend de la température du corps. Et au-delà d'une certaine température, les corps émettent de la lumière visible, et c'est ça qu'on appelle l'incandescence. Ici, vous avez une photo avec des étincelles. Alors une étincelle, c'est un objet incandescent. Alors qu'est-ce que c'est une étincelle? C'est un petit morceau de matière très chaud, suffisamment chaud pour qu'il émette de la lumière visible. Et sur l'image, on peut voir que la couleur de l'étincelle en fait varie au cours de la vie de l'étincelle. Elle passe du blanc au jaunâtre puis au rouge. Et la variation de la lumière qui est émise par le petit morceau de matière qui se balade sur l'image, c'est la variation de la température de ce petit morceau de matière. Donc il y a vraiment un lien entre la couleur de la lumière émise par le corps incandescent et la température du corps incandescent. Alors il y a un concept qu'on utilise pour faire ce lien entre la température et la lumière qui est émise par le corps. On appelle ça en fait la température de couleur. Donc, pour toute température à laquelle un corps est chauffé, il y a en fait une courbe d'émission d'énergie électromagnétique caractéristique. Alors la courbe d'émission a toujours à peu près la même forme, mais
plus la température augmente et plus la courbe se décale vers les longueurs d'onde les plus courtes. Vous voyez ça sur le petit schéma qui est animé là sur la gauche. En fait, vous avez en haut, vous avez la courbe de l'énergie électromagnétique. En bas, vous avez la couleur et la température qui s'affiche. Vous voyez qu'en deçà d'une certaine température, en fait, il n'y a pas de lumière visible. Et puis, à partir d'un certain moment, ça commence à devenir rouge, et puis ça devient orange, ça devient jaunâtre, ça devient blanc. Et ensuite, ça devient bleuté. Et donc ça, c'est une relation qui existe entre la température du corps, le spectre de l'énergie émis par le corps, et la couleur du corps lorsqu'il est incandescent, qu'on appelle donc la température de couleur. Et alors, il y a donc vraiment une relation entre couleur, spectre et température. Ici, je vous ai mis deux courbes. Et on a toujours donc la température qui s'affiche, la couleur du corps qui commence à émettre de la lumière au-delà d'un certain seuil qui s'affiche. Sur la courbe qui se trouve au milieu, on voit que j'ai tracé deux barres verticales. Alors la barre verticale bleue, elle correspond à la limite entre l'ultraviolet et le visible. Et la courbe orange correspond à la limite entre le visible et l'infrarouge. Donc vous voyez qu'à des températures basses, il y a beaucoup d'infrarouge qui est émis. Et puis ça se décale, quand la température augmente, ça se décale vers la gauche. Donc ça devient beaucoup de lumière visible. Et puis si on continue à augmenter la température, on va avoir beaucoup d'UV qui sont émis. La courbe de droite, en fait, c'est simplement un zoom sur la courbe de gauche dans le domaine visible. Donc pour toute couleur, on a une température et dans le monde de l'éclairage, en fait, on utilise souvent cette échelle de température pour caractériser une qualité de lumière blanche. Donc tandis que le filament d'une ampoule à incandescence chauffe, il atteint une certaine température sur l'échelle et cette température correspond à une certaine couleur. Donc, par exemple, si on prend une lampe à incandescence classique, une petite lampe à filament de tungstène, en général, elle émet une lumière qui correspond à sa température de fonctionnement qui est située entre 2500 et 3000 degrés Kelvin. On pourrait la faire fonctionner avec une température supérieure. À ce moment-là, la lumière deviendrait plus blanche. Mais le problème, c'est qu'on diminuerait beaucoup la durée de vie de l'ampoule à incandescence. Ça arrive qu'on fasse ça, par exemple, dans certains labos photo dans le passé, on utilisait des lampes à incandescence dans lesquelles on faisait passer davantage de courant électrique. Et donc elles avaient une lumière beaucoup plus blanche, mais elles avaient une durée de vie très courte. Alors, juste une petite remarque, souvent sur les diagrammes de température de couleur qu'on trouve sur Internet, les couleurs sont représentées, sont souvent fausses en fait. Donc elles sont très approximatives, disons. Alors, ici je vous ai mis deux exemples. Donc la lampe à incandescence classique, que là j'ai mis à 2700 degrés Kelvin, et le soleil. Vous voyez que dans les deux cas, on a de l'énergie émise dans l'infrarouge, de l'énergie émise dans le visible, et puis aussi de l'énergie émise dans les ultraviolets. Alors la lampe à incandescence, vous voyez qu'elle émet beaucoup d'énergie dans l'infrarouge, un peu d'énergie visible et très très peu d'ultraviolet, mais quand même un petit peu. Le soleil, il y a à peu près la moitié de l'énergie qui est émise dans l'infrarouge, et puis peut-être 2/3 de ce qui reste dans le visible, et puis le tiers de ce qui reste dans l'ultraviolet. Alors on mesure également la
couleur de la lumière solaire, c'est assez courant en termes de température de couleur. Et quand le soleil est haut dans le ciel, vers midi, en général, la température de couleur est proche de 5500 degrés Kelvin. Alors, ce qui est marrant, du coup, c'est que en fait, il existe toute une classification des étoiles qu'on peut observer avec des télescopes, etc. Et on peut mesurer la lumière que ces étoiles émettent. Et en fait, il existe une relation du même type entre la couleur des étoiles, donc la couleur de la lumière émise par les étoiles, et la température de la surface de ces étoiles. Donc on considère qu'on peut, il existe des manières, des outils mathématiques pour calculer la température d'une étoile en fonction de la couleur de sa lumière, ou en fonction de la couleur de l'étoile, si vous voulez. Alors là, je vous ai mis quelques exemples de corps incandescents, la braise d'une cigarette, des braises, la mèche d'une bougie qui chauffe sous l'action de la flamme, de la lave, ou bien une plaque chauffante chauffée au rouge. Donc à chaque fois, en fait, en fonction des différentes couleurs qui apparaissent dans les images, on a en fait différentes températures de surface. Alors j'ai une dernière remarque à faire par rapport à l'éclairage par incandescence. C'est que en fait le spectre de l'énergie émis par des matières incandescentes est ce qu'on appelle continu. Donc vous voyez à gauche, je vous ai mis donc la photo d'une ampoule à incandescence, et au-dessus le spectre de l'énergie émise par la lampe à incandescence. Et vous voyez qu'elle a une forme de cloche. Et en fait, toutes les longueurs d'onde qui sont portées en abscisse, dans l'ultraviolet, le visible et l'infrarouge, toutes les longueurs d'onde sont présentes. Il n'y a aucun trou, il n'y a aucune zone, par exemple, entre 1000 et 1500 nanomètres où il n'y aurait pas d'énergie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un spectre continu, c'est-à-dire que il y a une infinité de longueurs d'onde qui sont présentes dans ce spectre. Et voilà, c'est ça qu'on appelle un spectre continu. Et une deuxième chose que j'ai déjà dit, mais que je vous répète ici, c'est que vous voyez donc que le spectre de l'énergie émise par une lampe à incandescence, il est surtout important dans l'infrarouge. Donc dans une partie du spectre électromagnétique à laquelle nos yeux ne sont pas sensibles. Et donc ça, c'est souvent considéré c'est souvent considéré comme un gâchis énergétique, parce que en fait la lampe est plus un émetteur d'infrarouge ou un émetteur de chaleur qu'un émetteur de lumière. Donc ça veut dire qu'une grande partie de l'électricité qu'on utilise pour faire chauffer le filament, elle est transformée en infrarouge au lieu d'être transformée en lumière visible. Donc c'est du gâchis. Alors, là, on voit en fait une image qui représente le spectre de la lumière du soleil. Et donc sur cette image, on voit que dans ce spectre, il y a un certain nombre de zones noires où donc il n'y a pas d'énergie. C'est comme si on avait un spectre continu avec plein de petits trous qui sont des zones où il n'y a rien, où il n'y a pas d'énergie, où il n'y a pas de lumière. Donc on peut observer en fait ces raies de la lumière solaire avec un très bon prisme où on projeterait le spectre du soleil sur un écran, ou bien avec un spectrophotomètre à haute résolution avec lequel on pourrait réaliser une image comme celle qu'on voit ici. Et en fait, ces raies, en fait, elles trahissent la présence d'un certain nombre d'éléments chimiques qui absorbent la lumière à certains endroits très précis du spectre du soleil. Donc ça veut dire que grâce à une telle image, en fait, on peut connaître la composition de l'atmosphère du soleil.
Donc on appelle ça des raies d'absorption. Euh, et il se trouve que les mêmes éléments qui ont certaines raies d'absorption ont des raies d'émission lorsqu'on les excite. Alors je vais vous expliquer ça. Donc tous les atomes possèdent des électrons. Donc pour des raisons qui sont liées en fait à la structure des atomes, cette structure est liée aux électrons qui gravitent autour des atomes. Les éléments absorbent en fait certaines longueurs d'onde spécifiques de la lumière lorsqu'ils reçoivent de la lumière. Donc si vous éclairez un nuage d'atomes avec un spectre continu, vous allez avoir certaines longueurs d'onde qui vont être absorbées. Et donc, si vous projetez ensuite le spectre sur un écran, vous allez avoir votre spectre continu, moins certaines zones avec des parties manquantes qu'on appelle les raies d'absorption. Et alors, c'est amusant parce que les mêmes éléments qui absorbent la lumière dans certaines conditions, dans d'autres conditions, vont émettre cette lumière. Et elles vont émettre cette lumière selon les mêmes raies, et on va appeler ça des raies d'émission. Donc un spectre d'absorption, là vous avez une image, donc on a une lampe à incandescence qu'on a vu tout à l'heure, donc elle a un spectre continu en forme de cloche. Et avec cette lampe, on va éclairer un gaz. Un gaz, donc c'est de la matière qui se balade dans l'espace. Et par transparence, en fait, on va faire passer la lumière au travers du gaz et on va la faire passer ensuite dans un prisme. Et sur l'écran, on va voir le spectre continu de la lampe à incandescence, moins certaines zones noires qui sont justement les bandes d'absorption. Donc en fait, cette propriété des atomes d'absorber la lumière et puis de la réémettre sous certaines conditions, on appelle ça la luminescence. En fait, la luminescence, c'est la réémission d'une énergie que les atomes ont capturée, qu'ils vont réémettre. Et ce qui est intéressant, c'est que en fonction de l'élément qui va réémettre de la lumière, donc que ce soit par exemple de l'hydrogène, de l'hélium, du fer, du carbone, de l'oxygène, du néon, du fluor, etc. Chaque atome, chaque élément a une signature bien spécifique qui est liée à la structure de l'atome et à ses électrons. En fait, les électrons d'un atome, ils peuvent avoir seulement certains niveaux bien spécifiques d'énergie. Et quand ils changent, à chaque fois qu'un électron perd de l'énergie, il change de niveau et il émet un photon, ou il émet, si vous voulez, une impulsion lumineuse. Et cette impulsion lumineuse va toujours avoir une certaine couleur. Alors on peut voir ça avec ce qu'on appelle un bec benzène, c'est une flamme en fait, une flamme, on va brûler un gaz, on va faire une flamme, et on va porter dans la flamme une certaine matière. Donc là vous avez une flamme jaune qui apparaît lorsque vous mettez du sodium dans le bec de gaz. Alors ce qui se passe en fait, c'est que la flamme va exciter les électrons des atomes de sodium qui vont se débarrasser de l'énergie qu'on leur a donnée sous forme de lumière. Et là, on a affaire à un élément, le sodium, qui, lorsqu'il se débarrasse de l'énergie, produit dans la partie visible du spectre deux bandes, deux raies d'émission jaunes spécifiques au sodium à 589 et 589,6 nanomètres. Et ce sera toujours le cas. Donc ce phénomène-là, contrairement à l'incandescence, il n'est pas lié à la température des corps, mais il est lié à l'excitation des atomes, des électrons, des atomes de sodium.
Et donc en fait, chaque élément chaque élément chimique va rendre l'énergie qu'on lui apporte sous une certaine forme, et donc par une émission d'un certain nombre de bandes lumineuses spécifiques à chaque élément. Donc ici à gauche, vous voyez ce qui se passe quand on fait donc ce qu'on appelle un test de flamme. Quand on porte du cuivre dans la flamme, il va rendre l'énergie que la flamme lui apporte sous la forme d'une lumière verdâtre. Et quand on fait l'analyse spectrale de cette lumière, on trouve ce que vous voyez en bas à gauche, donc 2 bandes violettes, une bande bleue, une bande cyan, 4 bandes vertes et 2 bandes jaunes. C'est en fait l'addition de toutes ces bandes lumineuses qui crée la couleur verte de la flamme qu'on voit reproduite à gauche. À droite, c'est la même expérience mais avec du lithium cette fois. Le lithium, c'est un autre atome, il est organisé différemment et il produit des bandes différentes. Donc chaque élément chimique qui existe va réagir différemment à ce test, et on peut ainsi, d'une part, on peut reconnaître les éléments chimiques en les portant dans la flamme, et puis d'autre part, on peut créer de la lumière colorée grâce à ces éléments chimiques. Et donc ça, c'est en fait le principe d'un type de lampe qui s'appelle les lampes à décharge. Donc ce sont des lampes qui utilisent cette propriété des atomes, des gaz, de créer de la lumière, de rendre l'énergie qu'on leur donne sous forme de lumière. Et donc ce qu'on fait dans ces lampes, c'est qu'on piège, un certain élément, un gaz, dans un tube de verre. On fait passer un courant électrique et ça excite le gaz, et ce gaz rend l'énergie qu'on lui a apportée sous forme lumineuse. En fonction du gaz, on obtient donc différentes raies d'émission, comme on a vu avant, et donc différentes couleurs. Ici, vous avez une œuvre de Claude Lévesque. Ce sont des tubes, des lampes à décharge, des tubes dans lesquels il y a du gaz, et le gaz qui est là, c'est du néon. Donc, si on utilise différents gaz, on a différentes couleurs. Ici, je vous ai donné 3 exemples. L'hélium, par exemple, ça donne un certain nombre de raies d'émission, surtout dans le jaune, un peu dans le rouge, un peu dans le vert, un tout petit peu dans le bleu, dans le violet. La somme de toutes ces raies d'émission, ça produit une lumière orange pâle. Le néon, qu'on a vu juste avant et qui est souvent utilisé en publicité, ça crée une lumière rouge-orangée très vive. Et en bas, vous avez un 3e exemple, le xénon. Et ça crée une lumière blanc-bleutée qu'on peut voir dans certains phares de voiture, ou bien, par exemple, le xénon, on utilise ça dans les flashs des appareils photo. Alors, là, je vous montre un autre type de lampe basse pression, une lampe toujours à décharge. C'est ce qu'on appelle la lampe à sodium basse pression, ou la lampe SOX. Alors, vous connaissez cette lampe, en fait, c'est la lampe qui, peut-être plus pour très longtemps, mais c'est la lampe qui éclaire les autoroutes belges. Donc c'est une lampe qui envoie une lumière très jaune, monochrome, on pourrait dire. Et en fait, ça fonctionne selon le même principe que le test de flamme du sodium que je vous ai montré avant. En fait, c'est une lampe qui va contenir des gaz et qui va contenir du sodium. Et puis, l'électricité qui passe dans la lampe va exciter les atomes de sodium qui vont réémettre les 2 bandes dans le jaune. Et donc, ça va créer cette lumière très jaune. En fait, au début, quand la lampe démarre, le sodium est froid, parce que le sodium à température ambiante, c'est un métal qui est dur.
Et donc on démarre la lampe avec du néon et un peu d'argon, ça fait une lumière rose. Et la lampe chauffe. Et progressivement, en chauffant, le sodium se vaporise et donc devient comme un gaz. Et une fois qu'on a ce gaz de sodium, le courant électrique excite ce gaz et on a cette émission de lumière jaune. C'est intéressant de savoir que ce type de lampe à sodium basse pression, c'est une des lampes les plus économiques qui existent sur le marché. Alors, la lampe à sodium basse pression est souvent utilisée par Olafur Eliasson dans des œuvres. Lui, il appelle ça une monofrequency lamp, donc une lampe qui a une seule fréquence. Voilà, ça fait peut-être plus fancy. C'est une manière de dire que ce sont pas des lampes à sodium, mais bon, ce sont des sodium basse pression. Là, vous avez deux œuvres qui sont très connues de cet artiste. À gauche, c'était à la Tate Modern en 2003 à Londres. Donc dans le grand hall, le Turbine Hall de la Tate Modern, il y avait une espèce d'immense objet qui ressemble à un soleil. Et c'était en fait des centaines de lampes à sodium. Donc il y avait à l'intérieur de ce lieu une lumière jaune très forte. À droite, il y a une œuvre un peu plus ancienne qui s'appelle donc Room for One Color. Et là, c'est pareil, on a toute une série de lampes à sodium basse pression qui éclairent tout simplement une salle d'exposition dans laquelle il y a des gens. Et ce qui est intéressant avec ce type d'éclairage, on verra plus tard pourquoi, c'est que on n'a que deux bandes de lumière jaune qui sont émises par le sodium et ça donne l'impression d'effacer en fait toutes les couleurs qui sont présentes sur les matières qui sont éclairées par ce type de lampe. En fait, si vous regardez la photo, on a l'impression que que tout est en noir et blanc et qu'on a juste ajouté un peu de jaune. C'est exactement l'impression que ça donne en vrai. Si vous éclairez une pièce avec une lampe à sodium basse pression et qu'il n'y a absolument pas d'autres sources de lumière, tout a l'air d'être en nuances de noir et jaune. Il n'y a plus aucune couleur, il n'y a pas de rouge, il n'y a pas de bleu, il n'y a pas de vert, il n'y a pas de rose, etc. Alors la troisième manière de faire de la lumière artificielle dont on va parler, c'est par fluorescence. Donc je vais faire juste un rappel. Donc la fluorescence, c'est la caractéristique qu'ont certains matériaux d'absorber un certain type de lumière ou un certain type d'énergie, puis de réémettre à partir de l'énergie qui a été absorbée un rayonnement visible d'une autre couleur. Donc, je vais vous donner plusieurs exemples, mais donc le premier exemple, la rhodamine B, c'est une molécule, un colorant, ce qu'on utilise souvent pour fabriquer des peintures ou des encres fluorescentes. Donc la rhodamine B, ça absorbe les UV, ça absorbe la lumière bleue et ça absorbe surtout la lumière verte. Et ça transforme cette énergie absorbée en lumière rouge. Et donc en fait, on a quelque chose qui est magenta fluo. Donc là, vous avez la photo c'est de la rhodamine B dans de l'eau. Et puis à droite, on a deux courbes. Une courbe bleue qui correspond à la lumière qui est absorbée par la rhodamine B. Et une courbe rouge qui correspond à ce que devient cette lumière absorbée. Elle est réémise, mais décalée vers la droite, décalée vers le rouge. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de la fluorescence. Alors dans l'éclairage, on utilise des matières minérales ou inorganiques qu'on appelle des phosphores ou bien des luminophores. Donc ce sont des poudres, des genres de pigments fluorescents qu'on utilise pour capter de l'énergie lumineuse ou ultraviolette et la transformer en lumière visible. Donc ces phosphores ou ces luminophores, ils sont utilisés dans les anciens écrans de télévision cathodiques ou plasma.
Et puis on les utilise également dans l'éclairage pour modifier la lumière des lampes à décharge. Et on va appeler alors ça des lampes fluorescentes. Alors, en général, pour ça, on utilise des lampes à décharge au mercure. Ici, vous avez un exemple, vous voyez que c'est un objet qui ressemble très fort à un tube fluorescent, sauf que c'est un tube de verre parfaitement transparent. Donc ça, en fait, c'est un tube, c'est une lampe à décharge au mercure, et c'est un tube qui sert à créer de la lumière et surtout de l'ultraviolet. Ce sont des lampes qu'on utilise pour désinfecter l'air ou pour désinfecter même carrément des pièces entières dans les laboratoires de biologie par exemple. On allume ça, on laisse allumer toute la nuit, le lendemain on éteint et tout a été désinfecté par les UVC, donc les rayonnements ultraviolets de haute énergie qui sont germicides. Donc en fait le spectre des lampes au mercure ça émet un peu de lumière, c'est pour ça que là sur l'image de gauche vous voyez que on a cette couleur un peu bleutée, mais ça émet surtout beaucoup d'ultraviolets. Ça émet des UVA, des UVB et des UVC. Ici je vous ai mis sur la droite une courbe qui correspond en fait à l'émission de cette lumière au mercure. Et on voit qu'il y a 4 bandes d'émission dans le visible. Il y en a une vers 400, une vers 430, une vers 550 et une vers 580 nanomètres à peu près. Et puis il y a tout dans le cadre rouge sur le côté gauche, là il y a plein de bandes d'émission dans l'ultraviolet. Alors l'idée des lampes fluorescentes, c'est de récupérer l'énergie qui se trouve dans l'ultraviolet grâce à un système de fluorescence. Donc ce qu'on fait en fait, on prend un tube sur lequel on place des phosphores et donc à l'intérieur on a de l'ultraviolet et cet ultraviolet au lieu de sortir de la lampe, il touche les phosphores fluorescents qui absorbent l'ultraviolet et transforment l'ultraviolet en lumière visible. Donc une lampe, donc un tube fluorescent classique si vous voulez, c'est qu'on appelle souvent à tort d'ailleurs des tubes néons. C'est une lampe à décharge au mercure couplée à un revêtement de phosphore sur la face interne du tube. C'est ça en fait la couleur blanche qui rend les tubes opaques. Ces phosphores absorbent l'UV et réémettent par fluorescence l'énergie dans le visible. Et donc, sans le revêtement fluorescent, ces tubes seraient des émetteurs d'UV et ils seraient très dangereux. Donc là, vous voyez à gauche, il y a 2 images. En fait, en haut, c'est la fameuse lampe germicide et en bas, c'est un tube fluorescent. Vous voyez que c'est le même design, c'est le même objet, sauf que le tube fluorescent a cette couche de phosphore blanchâtre qui absorbe l'UV et réémet à la place de la lumière visible. Donc c'est vraiment la seule différence entre ces 2 types de lampes. Je vous ai mis ici un petit diagramme qui explique schématiquement comment ça fonctionne. Alors il y a un type de lampe qui fonctionne exactement sur le même principe. On appelle ça les lampes fluocompactes. En anglais, on appelle ça CFL, Compact Fluorescent Lamp. Et donc, ce sont en fait rien d'autre que des tubes fluorescents enroulés sur eux-mêmes ou repliés sur eux-mêmes. Certains ont des formes de U, certains ont des formes de spirale. Tout ça, c'est pour que ce soit plus compact. Et puis, ils possèdent à l'intérieur d'eux-mêmes, dans la partie en plastique, un système électronique d'allumage. Donc le principe de la lampe, c'est exactement le même, c'est du gaz, du mercure à l'intérieur, qui ensemble vont créer un spectre d'émission avec beaucoup d'ultraviolets. Et il y a des phosphores ou des luminophores qui vont absorber ces ultraviolets
et les transformer en lumière visible. Alors ces lampes sont apparues à la fin des années 90 et elles étaient dites économiques parce qu'elles consomment moins d'électricité. Mais bon, elles sont souvent de très mauvaise qualité pour plusieurs raisons. Déjà, la lumière qui est émise est souvent de très mauvaise qualité. Là, vous voyez, je vous ai mis un petit spectre et on voit que il y a certaines bandes d'émission, mais il y a beaucoup de parties du spectre où il n'y a rien. Et ça, c'est souvent assez mauvais signe pour la qualité de la lumière en question. Donc ça émet une lumière qui peut être aussi assez désagréable. En général, les gens se plaignent de la qualité de cette lumière. Et puis en plus, le système électronique qui est à l'intérieur, il est souvent assez fragile et vu que ces lampes, ça chauffe, mais ça vieillit souvent mal et ça vit pas aussi longtemps que ce qui est marqué sur l'étiquette. Et même quelquefois, ça fait du bruit. Donc la conclusion, c'est que c'est quand même des lampes assez bas de gamme, les fluo compacts, et en plus, elles seront bientôt obsolètes. Alors à la place, depuis quelques années, il y a quelque chose de beaucoup mieux. Donc ce sont les diodes électroluminescentes. Et en fait, l'invention des diodes électroluminescentes pour l'éclairage, ça existe grâce à un type de diode électroluminescente qui a été inventé dans les années 90 par trois scientifiques japonais qui travaillaient chez Nishia, qui est devenu une entreprise leader dans le monde des diodes électroluminescentes. Et ces trois scientifiques ont même eu le prix Nobel de physique en 2014. Et donc ce qu'ils ont inventé, c'est la LED bleue. La LED bleue de haute puissance. Alors pourquoi est-ce qu'il y a eu un tel enthousiasme pour ce système? Les diodes électroluminescentes, en fait, ce sont des sources de lumière compactes, peu énergivores, très puissantes. Si elles sont bien refroidies, elles peuvent avoir une très longue durée de vie, entre 50 et 100 000 heures. C'est vraiment énorme, sachant qu'une lampe classique à incandescence, donc une petite lampe à filament de tungstène, ça dure environ 2000 heures. Alors, je dis bien refroidi parce que les diodes électroluminescentes, ça peut vraiment chauffer. Donc, il y a tout un système, il y a toute une stratégie à développer dans le design des lampes et des ampoules à diodes électroluminescentes pour que le système soit bien refroidi. Sinon, en fait, elles brûlent. Mais donc, ces caractéristiques compactes, peu énergivores, longue durée de vie, ça rend en fait ces sources de lumière très rentables et toute l'industrie de l'éclairage, ou presque, s'est convertie aux diodes électroluminescentes comme à une nouvelle religion. Et ça a créé un immense marché, des tas d'inventions, des tas d'idées, et on est encore au début je pense, de ce processus. Et alors on va voir que en fait la diode électroluminescente bleue, elle a permis de réinventer le système d'éclairage fluorescent dont je viens de vous parler avec les tubes fluorescents, parce qu'on peut placer des phosphores sur les diodes électroluminescentes bleues, et comme ça on peut transformer la diode bleue en diode blanche, en diode de couleur, en diode multicolore, etc. Donc là, sur la gauche, vous avez le spectre typique de ce qu'on appelle une LED blanche. Donc en fait, c'est une LED bleue sur laquelle on a mis un phosphore qui va faire une fluorescence jaunâtre. Donc en dessous de la flèche bleue, vous avez en fait le profil de la LED bleue. Vous voyez qu'il y a à peu près 450 nanomètres, un pic d'émission de lumière bleue. Donc ça, c'est la LED bleue qui est la base du système. Et sur cette LED bleue, on a placé un phosphore qui absorbe la lumière bleue et réémet à la place de la lumière jaunâtre. Et ça, c'est le profil que vous voyez sous la flèche orange.
Alors, il y a un certain nombre de caractéristiques intéressantes par rapport à ces LED blanches. Déjà, elles n'émettent pas ou quasi pas d'UV. Vous voyez qu'en dessous, sur la partie gauche de la courbe, entre 350 et 400 nanomètres, il n'y a quasi rien. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'UV. Ça c'est intéressant parce qu'il y a tout un ensemble d'objets colorés qui sont sensibles aux UV. Notamment les colorants, les fleurs, certains pigments, certaines peintures, certains matériaux, certaines colles vont jaunir aux UV, les colorants vont perdre leur couleur aux UV. Donc, quand on n'émet pas d'UV sur un objet, en général, cet objet va mieux se conserver. Donc ça, c'est intéressant. Tout à fait de l'autre côté, donc vous voyez qu'au-delà de 750 ou 800 nanomètres environ, il n'y a plus rien non plus. Donc du côté droit, la courbe descend vers zéro. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'infrarouges qui sont émis. Et donc, autrement dit, l'énergie qu'on utilise pour créer de la lumière avec la LED, elle est complètement convertie sous forme de lumière. Et il n'y a pas de gâchis comme avec les lampes à incandescence. Il n'y a pas d'énergie qui est transformée en infrarouge. Alors, les LED blanches, ça a été un peu la première passion de l'industrie de l'éclairage avec les LED. Et une des premières choses que les fabricants de LED ont essayé de faire, et continuent d'ailleurs de faire, c'est d'imiter l'incandescence avec des LED. Donc les gens aiment bien les lampes à incandescence. Les toutes premières LED qui sont sorties, elles étaient très blanches, et les gens se plaignaient, c'est trop blanc, c'est pas agréable. Et donc, en fait, en plaçant différents phosphores ou différentes quantités de phosphore sur la LED bleue, on peut absorber beaucoup plus de lumière bleue et émettre beaucoup plus de lumière jaune. Et donc on a ce qu'on appelle des lumières plus ou moins chaudes, donc plutôt orangées ou jaunâtres, ou bien des lumières plutôt froides, donc qui sont plutôt bleutées. Et donc tout ça c'est possible simplement en plaçant différents phosphores ou différentes quantités de phosphore sur la LED bleue. Plus on garde l'énergie originelle de la LED bleue et plus la lumière blanche résultante est bleutée, plus on l'absorbe et on la transforme par fluorescence en lumière jaune, et plus la lumière devient orangée. Et donc, on peut recréer comme ça toutes les températures de couleur qu'on veut, simplement avec une LED bleue sur laquelle on va placer différentes quantités de phosphore. Alors, il y a des choses encore plus intéressantes que simplement recréer les effets de l'incandescence ou de la lumière du jour avec les LED. Donc, par exemple, on peut créer des spectres vraiment sur mesure. Donc, ici, vous avez un exemple où il y a une lampe qui a été, donc une LED qui a été fabriquée et dont le design a été optimisé pour éclairer des plantes, pour faire pousser des plantes en fait. Et donc c'est une lampe qui émet une couleur magenta, donc elle émet du bleu et du rouge. Et en fait, elle fait très bien pousser les plantes. Pourquoi? Parce que vous voyez en dessous, vous avez les barres blanches qui sont le profil d'émission d'énergie de la lampe en question. Et puis les courbes bleues et vertes, ce sont des courbes d'absorption de la lumière de la chlorophylle. Et donc c'est en fait cette couleur verte qu'ont les plantes, et ça correspond en fait à l'énergie que les plantes absorbent. En fait, les plantes absorbent pas vraiment la lumière verte, vu qu'elles sont vertes, elles reflètent cette lumière. Par contre, elles absorbent la lumière bleue et la lumière rouge. Résultat, il suffit de mettre de la lumière bleue et de la lumière rouge pour faire pousser les plantes. Et comme ça, on économise de l'énergie. On n'a pas besoin d'envoyer de la lumière verte.
Et donc, des LED de couleur magenta, elles sont parfaites pour faire pousser des plantes et en même temps économiser de l'électricité. Alors, il y a encore d'autres choses intéressantes. Par exemple, il y a une entreprise coréenne qui s'appelle UG qui crée vraiment des superbes LED qui simulent la lumière du jour. Et alors, ces LED ont la particularité, cette fois-ci, d'envoyer à la fois de l'ultraviolet proche et de l'infrarouge proche. Et ce que ça permet de faire, en fait, c'est que quand on envoie de l'ultraviolet, les couleurs fluorescentes ressortent mieux. En fait, on active davantage la fluorescence sur les objets qu'on éclaire. Et quand on a davantage de lumière dans le rouge, les rouges sont plus beaux et ressemblent davantage au rouge éclairé par la lumière du soleil. Donc ici, l'idée est différente. L'idée là, c'est de recréer pour les êtres humains, pour obtenir de belles couleurs, les caractéristiques de la lumière du soleil. Et donc c'est possible également avec des LED en travaillant sur justement les phosphores qu'on va placer sur les LED en question. Et donc un des meilleurs exemples de ce type de LED, c'est celle que fabrique l'entreprise UG. Et puis finalement, pour conclure, voilà, on a encore un autre type de LED qui est intéressant et qui est en plein développement à l'heure actuelle. Ce sont les LED monochromes, donc les LED qui n'envoient qu'une seule couleur ou qu'une bande très étroite de longueur d'onde dans le spectre visible ou pas d'ailleurs. Donc là, je vous ai mis trois séries de courbes. En haut à gauche, ce sont des LED UV. Donc elles émettent des ultraviolets. En haut à droite, vous avez des LED colorés qui sont fabriqués par Philips. Alors vous voyez vous avez deux bleus différents, du cyan, du vert, de l'ambré, du rouge orange, du rouge profond et du rouge lointain. Alors le rouge lointain, c'est celui qui est tout à droite. C'est un rouge très 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 rouge, mais qui n'éclaire pas beaucoup. En fait, c'est un rouge auquel nos yeux sont pas très sensibles, mais par contre, il a une couleur extrêmement pure. Puis en bas, là, vous avez un autre fabricant qui, lui, fabrique vraiment tout un ensemble de LED colorés. Donc, vous avez différentes LED UV, une LED violette, plusieurs LED bleus, plusieurs LED cyan, et puis des tas de LED dans l'infrarouge, là, carrément. Donc, au bout d'un certain seuil, là, ces LED envoient absolument pas de lumière visible. Elles envoient un petit peu comme les télécommandes des télévisions, elles envoient des infrarouges auxquels nos yeux ne sont pas sensibles. Bon, ça c'est intéressant parce que ça permet déjà de penser, de pouvoir imaginer des systèmes où on a des claviers de couleurs, ou bien où on peut mélanger certaines couleurs entre elles. Et par exemple, dans le monde de l'éclairage de scène, par exemple, ou de télévision, ou bien pour faire des installations, à la place d'utiliser des filtres, des gélatines, on appelait ça, des filtres sur des spots à incandescence, qui sont souvent pas très fiables et qui vieillissent souvent très mal. Là, on a des LED qui ont des couleurs très bien calibrées, individuelles, et on peut les contrôler avec des systèmes de dimmer numériques.